Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'entreprise Tesla mais sous un angle différent. On regarde ensemble le sommaire et vous l'avez aussi comme d'habitude en description pour passer d'un chapitre à l'autre. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais vous présenter les recherches que je continue à faire au quotidien sur l'analyse qualitative de Tesla. Donc on va parler d'ingénierie, de processus de fabrication, d'innovation, etc. Et on va notamment mentionner les avancées techniques qui ont été faites sur leur dernier véhicule qui a été présenté, le Cybertruck, et on va aussi parler du futur modèle à 25 000 $ qu'ils ont annoncé depuis déjà quelques temps. Un point très important que j'ai déjà mentionné sur cette entreprise, c'est que ce qu'il y a de plus dur dans la fabrication de véhicules, c'est pas de faire un prototype, une seule voiture, mais c'est de les fabriquer en masse, c'est de fabriquer l'usine. Et en effet, la difficulté aussi pour l'entreprise d'un point de vue de son succès, c'est de fabriquer en masse et de façon profitable des voitures. Je vous ai mis ici d'ailleurs les marges brutes de Tesla, General Motors et Ford, et vous voyez que Tesla, vu ce qui se concentre sur toujours plus de recherche et développement, faire des conceptions intelligentes et vraiment travailler sur l'usine, il se retrouve avec des marges brutes bien plus élevées. Je tiens aussi à dire que c'est ce sur quoi on va se concentrer dans cette vidéo. On ne va pas parler de chiffres, de prix d'action, etc. Là, c'est vraiment l'analyse qualitative, pourquoi je veux investir dans ce business. Et aussi, je tiens à le dire, on ne va pas parler de toute la conception des véhicules. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois qui est assez complémentaire et en fait ici, c'est juste la suite et des nouveaux points. Et vous pouvez aussi la voir sur la chaîne et je vous avais présenté vraiment comment fonctionnaient les usines Tesla, tout le processus de fabrication, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vais commencer cette vidéo en évoquant la voiture à 25 000 $ qui a été annoncée. Et si je vous en parle, c'est parce qu'ensuite on va parler de toutes les innovations qu'il y a eu dans le Cybertruck. Mais pour moi, ce sont des innovations qui ne sont qu'une étape de plus vers le véhicule vraiment qui pourront fabriquer en masse à faible coût. On ne connaît pas encore l'esthétique du véhicule. Est-ce que ce sera plus proche d'un Model 3 ou plus proche d'un Cybertruck? Ça, on ne sait pas. Par contre, on peut imaginer que ce sera un véhicule un petit peu plus destiné à l'Europe, à l'Asie, etc. Donc des volumes par exemple d'une Clio, d'une 208, d'une Golf, etc. À savoir aussi que cette voiture, je vous en parle parce qu'elle a été évoquée par l'interview qui a été faite par Sandy Munro du patron. Et il y a eu aussi une autre vidéo avec pas mal de personnes de la direction, des ingénieurs, des chefs de production, etc. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos, elles sont extrêmement pertinentes et je me suis beaucoup basé dessus, ainsi que de nombreuses autres vidéos qui ont été disponibles sur YouTube, qui ont été filmées tout simplement dans l'usine à Austin où est fait le Cybertruck actuellement. Et en parlant de l'usine d'Austin, eh bien, il a été annoncé que justement la première ligne de fabrication de ce véhicule à 25 000 $ sera à Austin et ensuite on la fera aussi au Mexique et à Berlin en Europe. Mais ils ont commencé à Austin parce que l'usine était prête, il y avait de la place, les ingénieurs sont sur place et aussi parce que le patron il va chaque semaine et chaque semaine il fait des weekly. Donc en fait il fait des réunions hebdomadaires sur la conception et la ligne de fabrication de cette voiture. Et justement on a appris qu'elle était beaucoup plus avancée que ce qu'on pensait. On savait dans la dernière biographie qui a été faite sur Elon Musk que justement ils avaient déjà commencé la conception, mais ça nous confirme qu'ils sont vraiment en train de travailler dessus. Et je tiens à le dire, imaginez le rapport qualité-prix s'ils abandonnent certaines caractéristiques qu'on va par exemple voir sur le Cybertruck qui sont vraiment des caractéristiques sur des véhicules chers. On n'a pas forcément tous besoin d'un véhicule qui fait le 0 à 100 en 3 secondes, on n'a pas forcément tous besoin de 500 km d'autonomie, ni d'une voiture qui fait 5 mètres de long avec beaucoup de place. Et clairement, ces caractéristiques, certes, ils vont les maintenir sur le modèle 3, le modèle Y, et les gens qui veulent payer pour ça le feront. Et d'ailleurs, les prix de ces véhicules vont aussi baisser. Cependant, je pense qu'il faut qu'ils visent pour un véhicule destiné plus citadin, etc. et aussi un véhicule fabriqué de façon plus modulaire. Et ça, c'est très important, on va en parler après. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté ce véhicule qui, pour moi, il ne faut vraiment pas le perdre de tête parce que c'est l'objectif à un peu plus long terme, on va parler des avancées techniques qui ont été faites pour atteindre ces objectifs et notamment en parlant du Cybertruck. La première avancée technologique qui a été annoncée sur le Cybertruck, c'est le steer-by-wire. Donc en fait, vous prenez le volant, vous enlevez la colonne de direction, il n'y a plus de liaison mécanique entre la rotation des roues via une crémaillère comme à l'époque, comme ça se fait d'ailleurs pas qu'à l'époque, aujourd'hui actuellement c'est presque toujours comme ça avec une assistance électrique ou hydraulique, et à l'inverse on va avoir une rotation faite par des moteurs électriques et une commande numérique. Et ça permet déjà d'adapter la rotation du volant à la vitesse du véhicule. Ce qui veut dire que quand vous êtes sur un parking, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs tours de volant pour manœuvrer, les roues tourneront beaucoup plus parce que vous êtes à basse vitesse et à haute vitesse sur autoroute ce sera l'inverse. Les roues tourneront beaucoup moins quand vous bougez le volant. Donc ça permet vraiment d'adapter. Donc c'est vraiment un avantage et c'est un confort de conduite certain parce qu'on n'a plus besoin d'enlever les mains du volant. Ça permet aussi évidemment de minimiser grandement le nombre de pièces. On n'a plus de colonne de direction, on n'a plus besoin de tout rattacher.
Pareil, on peut mettre des roues à l'arrière qui sont directrices, c'est-à-dire que vu qu'on a plus besoin d'avoir un transfert mécanique de l'avant à l'arrière, il suffit de mettre un moteur et on fait aussi tourner les roues arrière. Et ça nous amène d'ores et déjà vers un concept hyper important aussi pour la voiture à 25 000 $, c'est ce qu'ils appellent le unboxed process, et on l'avait vu aussi en regardant le plan d'usine en secteur dans la vidéo précédente. Et l'idée, c'est que vu qu'on va diminuer le maximum les connexions entre les différents éléments de la voiture, eh bien on peut les assembler plus tard, parce qu'on arrive à comprendre qu'à partir du moment où par exemple on n'a pas de colonne de direction entre la crémaillère qui fait tourner les roues et le volant, eh bien on peut mettre le volant directement sur le tableau de bord, on le met à la fin, il n'y a pas de connexion mécanique, c'est qu'un fil à brancher. Et toute cette idée de concevoir une voiture en bloc va permettre justement d'avoir différentes zones d'assemblage et une ligne de production finale où sont justement les bottlenecks très courte, et ça permet de construire beaucoup plus de voitures dans des endroits beaucoup plus petits, avec plus de vitesse et moins de risque de bottleneck, c'est-à-dire que si on a un poste de production qui casse, on arrête toute la ligne de production. Quand on regarde comment c'était fait à l'époque, quand le Fordisme a été inventé, et avec ce système, c'est plus du tout le cas, parce qu'on peut stocker différents composants, et si on réduit la longueur de chaîne d'assemblage finale, on enlève plein de problèmes dans l'usine. Et maintenant, j'ai envie de penser encore un petit peu plus loin. Imaginez les prochaines étapes, comme par exemple un brake-by-wire. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez une pédale de frein, un bloc de freinage pour amplifier l'effort de freinage, du liquide de frein qui passe dans des durites à travers le véhicule, à l'avant, à l'arrière, il faut tout connecter, il faut purger le système, c'est une plaie pas possible, s'il y a une fuite, il y a des gros risques, etc. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, vu qu'on part sur de l'électronique, on peut avoir des freins motorisés localement à chaque roue, on peut doubler les sécurités, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème de fuite, il suffit de doubler le moteur et puis s'il y en a un qui casse, on a le deuxième. Ça pourrait au final faire une voiture encore plus simple à assembler, il n'y a plus de problème de durite, il n'y a plus de problème de purger le système de freinage, et encore une fois, c'est qu'une idée que j'ai, qu'ils n'ont pas encore annoncée, mais il y a plein de choses à faire sur les véhicules pour simplifier grandement la fabrication. Et ici, je vous ai mis le plan de l'usine dont j'avais parlé dans une vidéo précédente, où justement on voit tous les différents secteurs, et on peut imaginer qu'il y a un secteur où on fera les panneaux, un secteur où on fera les batteries, un secteur où on fait le train roulant, et on assemble tout à la fin. Prochaine avancée technique qui a été avancée, c'est ils vont passer tout ce qui est auxiliaire en système 48 volts et en Ethernet. Déjà, il faut savoir que jusqu'à maintenant, la communication s'était faite en CAN bus, c'est une technologie ancienne. Aujourd'hui, on passerait en Ethernet, donc comme nos ordinateurs. Et ça permet de diminuer drastiquement le nombre de fils. Là, je vous ai mis à droite le faisceau qu'on peut avoir sur les voitures modernes. Vu qu'on a des technologies plus anciennes, on a énormément de fils qui passent de partout pour alimenter les essuie-glaces, alimenter tous les petits moteurs, les poignées, les verrouillages centrales, etc. Et il faut alimenter avec des fils. Aujourd'hui, évidemment, on aurait toujours des fils. Cependant, ce qu'on a, c'est qu'on a un réseau Ethernet, donc toutes les informations déjà passent par un seul câble. Et ensuite, chaque module a de l'intelligence à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin d'envoyer une information à ce moteur, une information à cette porte, etc. On a une information qui fait tout le tour de véhicule en Ethernet. Et ensuite, on a un petit peu d'alimentation pour les systèmes qui ont besoin de puissance. Et encore une fois, on peut avoir une ligne 48 volts qui fait le tour avec des repiquages. Ce qui fait que vous avez beaucoup moins de fils, beaucoup moins de risques d'erreur, moins de temps d'assemblage parce que c'est des choses qui sont faites à la main par des personnes, et donc au final c'est clairement un gros avantage, plus facile à la réparation, à assembler, etc. Ensuite on a un passage au 48 volts au lieu du 12 volts. Actuellement on a une batterie 12 volts pour tout ce qui est auxiliaire, les moteurs notamment des essuie-glaces, les pompes pour le liquide pour laver le pare-brise, etc. Aujourd'hui, le 12 volts, ça pose pas mal de problèmes, notamment parce qu'on ne peut pas passer beaucoup de puissance par rapport à un 48 volts à section équivalente. Ici, vous avez la puissance qui est égale à la tension fois l'intensité, et si vous montez la puissance, vous diminuez l'intensité pour une puissance équivalente, sauf qu'il ne faut pas oublier que la section de câble, elle est liée à l'intensité et pas à la puissance. C'est d'ailleurs pour ça que sur les réseaux électriques, même pour les maisons, on est passé en 240 volts, alors qu'il y a longtemps, et c'est toujours le cas dans de nombreux pays, on a démarré plus bas. Par exemple, il y a beaucoup de pays qui sont encore aux 120 volts. Il y a un grand intérêt à monter la tension. Et encore une fois, c'est lié au fait que ça peut aussi nous permettre, par exemple, d'avoir des roues qui tournent avec des moteurs en 48 volts, du freinage en 48 volts. Vu qu'on va pouvoir passer beaucoup plus de puissance, on va pouvoir avoir de nouvelles technologies qui étaient très difficiles à obtenir en 12 volts. Et il y a eu beaucoup de débats là-dessus sur pourquoi on ne l'a pas fait avant. Et si vous suivez un petit peu l'actualité, on en a beaucoup parlé. Et bien en fait, c'est tout simplement parce que les autres constructeurs de voitures, ce ne sont pas vraiment des constructeurs dans le sens qu'ils vont fabriquer chaque pièce de la voiture. C'est plus des concepteurs et des assembleurs. Ils prennent l'ABS par exemple chez Bosch, ils prennent certains systèmes, je sais pas, par exemple les essuie-glaces chez Faurecia, les sièges chez Faurecia, chez Plasticomium ils vont prendre d'autres types de pièces. Donc voilà, vous avez beaucoup de grands producteurs et au final eux ce qu'ils font c'est assembler, et vous avez les mêmes systèmes d'ABS sur plein de voitures de plein de marques différentes.
Et donc forcément, quand vous avez Bosch, Faurecia, Plasticomium, etc., je ne vais pas tous les citer, qui ne communiquent pas entre eux, parce que c'est tous des fournisseurs et des concurrents bien souvent, eh bien ils ne vont pas tous s'entendre à passer en 48 volts. On reste sur ce qui existe déjà, on ne va surtout pas réinventer la roue, et on continue à gagner un tout petit peu d'argent, vu que nos marges de toute façon sont faibles, mais on n'a pas envie d'innover. A l'inverse, vous avez des entreprises qui arrivent et qui peuvent, elles, innover parce qu'elles sont intégrées verticalement. Tesla, par exemple, a décidé de pratiquement tout développer en interne. Évidemment, ils ont encore des fournisseurs, par exemple les pneus, mais globalement, ils ont beaucoup de choses qu'ils conçoivent en interne, ce qui permet de faire des choix et des évolutions techniques rapidement, puisqu'on communique ensemble et on n'a pas besoin que le fournisseur numéro 1 et le fournisseur numéro 4 s'entendent avec le 2 et le 3. Donc au final, ça permet d'avancer sur la technologie. Donc si je résume, économie en câble, moins de longueur de câble, moins de cuivre aussi, plus que des sections plus fines, et ça permet peut-être de plus facilement faire du steer and brake by wire. On passe sur la prochaine évolution, l'acier inoxydable. Donc l'acier inoxydable, que ce soit du 304, du 316 ou même un alliage unique qu'ils ont développé d'ailleurs chez Tesla, puisqu'ils prennent ni du 304 ni du 316, c'est un acier qui a des propriétés mécaniques extrêmement élevées. Par contre, du coup, c'est dur à forger, etc. On va en parler après. Tout d'abord, je voulais parler de l'exosquelette, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fait qu'ils avaient annoncé un exosquelette et que finalement, on le voit ici sur la photo, on a quand même des pièces structurelles qui ne sont pas en acier inoxydable. Alors, premièrement, on va parler des anciennes voitures. Jusqu'à maintenant, les panneaux ne sont pas faits en acier inoxydable et ils sont clairement esthétiques. Vous prenez un coup de portière, un coup de caddie, quoi que ce soit, et puis vous avez un impact dans votre tôle. A l'inverse, vous prenez de l'acier inoxydable comme sur le Cybertruck, et là, vous envoyez un coup de marteau, un coup de caddie, un coup de portière, il va strictement rien se passer. En plus, il n'y a pas de peinture, on en parlera aussi après. Et ça a aussi un avantage, même si c'est pas un exosquelette total, et pour rappel, l'exosquelette, ce serait l'idée en fait que l'enveloppe externe aurait aussi des propriétés structurelles et qu'on n'aurait donc plus besoin de structure à l'intérieur. Ce que je tiens à dire, c'est que c'est pour moi à mi-chemin. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. C'est-à-dire que clairement, quand vous regardez les crash tests, il est évident que les panneaux sont structurels. On voit qu'ils prennent de l'impact, qu'ils renvoient l'impact et ils ne se déforment pas. Et je pense que c'est une combinaison des deux. Parce qu'à un moment, cette carrosserie, il faut bien la tenir et donc forcément, on a une structure sur laquelle on va visser. Mais je pense qu'en fait que c'est l'exosquelette, donc la structure externe en acier inoxydable, plus la structure interne avec les différents gigacastings et l'habitacle en acier qui vont permettre de faire la structure globale. Et clairement, au final, on regardera les résultats des crash tests et la voiture a déjà été testée à coups de marteau, etc. Et c'est quand même beaucoup plus résistant que d'autres types de véhicules. Ensuite, on a d'autres avantages que je voulais mentionner. On a des avantages sur les coûts. Alors, certes, c'est très dur de plier de la tôle et ils utilisent des presses qui permettent de le faire, notamment en envoyant de l'air sur très haute pression pour garder l'aspect esthétique. Ils en parlent dans les vidéos. Mais globalement, il va avoir de gros avantages. Même si, certes, on va avoir un peu du mal à plier, on ne va pas avoir de peinture, on peut le laisser tel quel. On a des temps de fabrication beaucoup plus faibles, puisqu'on a moins de pièces à souder, on a des pièces structurelles, on a moins de footprint, donc les usines sont beaucoup plus petites, puisqu'on n'a pas besoin de ces centaines de robots qui vont frapper toutes les tôles une à une pour leur donner des petites formes arrondies, et on a aussi beaucoup moins de soudure puisqu'on reprend de l'effort au niveau de la structure externe et donc forcément moins de châssis. Et aussi on a une sacrée durée de vie parce qu'on a de l'acier inoxydable, donc on n'a pas de problème de peinture qui s'enlève et on n'a pas de problème de corrosion. Évidemment, n'allez pas le mettre dans de l'eau de mer, ça reste quand même un acier et il va très bien résister à la corrosion, mais vous me trouverez toujours un cas unique où il va s'oxyder. Par contre, je tiens à le dire, c'est un matériau qui est très difficile à former, donc avec les technologies actuelles, on va oublier les beaux arrondis, les belles courbes, et c'est pour ça que je ne suis pas certain qu'ils vont utiliser cette technologie dans la voiture à 25 000 $, puisqu'on n'aura pas toutes les possibilités que l'on désire d'un point de vue du design. Mais par contre, on a des possibilités de covering, donc mettre des films en vinyle dessus pour mettre la couleur qu'on veut, l'esthétique qu'on veut, et pas mal d'accessorisation. C'est-à-dire que vu qu'on a quelque chose de structurel, on peut très bien, ou des accessoristes peuvent très bien venir faire des perçages dans l'acier inoxydable pour fixer des objets, fixer aussi une nouvelle carrosserie. On pourrait imaginer des kits carrosserie. Ils vous livrent la voiture avec des faces planes, et si vous voulez qu'elle ressemble à plutôt une marque, à une autre marque, etc., ben ces marques pourraient très bien vous fournir des kits à venir souder dessus et vous changer complètement l'esthétique de la voiture avec des pièces qui ne seraient pas structurelles, pas là pour faire de la résistance, mais juste pour faire joli. Et ça, c'est tout à fait envisageable et ça créerait beaucoup de business pour d'autres entreprises. Et d'ailleurs, j'arrive très bien à imaginer quelqu'un qui n'aimerait pas le Cybertruck, mais qui préférerait le F-150 de chez Ford. Vous pouvez avoir des entreprises qui vous font l'esthétique extérieure d'un Ford F-150 avec des pièces dans de la tôle très fine. Vous venez visser tout ça et vous avez un Cybertruck avec une autre esthétique, vu que vous avez des surfaces planes sur lesquelles vous pouvez vous fixer puisque c'est de l'acier inoxydable
et il sera capable de résister structurellement. Vous faites ce que vous voulez d'un point de vue esthétique. Et je pense qu'il y a des entreprises qui vont se lancer dans ce business. Et rien n'empêcherait aussi Tesla de vendre la voiture sans la carrosserie. C'est-à-dire qu'ils pourraient passer en mode plateforme. Ils n'en sont pas encore là, ils ont trop de demandes, ils ne peuvent pas produire pour tout le monde. Mais comme c'est déjà le cas, on sait par exemple que vous avez des châssis en commun entre Peugeot, Opel, vous avez des moteurs en commun entre des marques françaises, des marques allemandes, des marques japonaises, etc. Un jour, ils pourraient très bien vendre la plateforme et ensuite vous mettez l'esthétique que vous voulez dessus si vous êtes un fabricant concurrent. Mais on n'en est pas encore là, déjà qu'ils n'arrivent même pas à fournir toute la demande qu'ils ont. On continue, ils sont aussi en train vraiment de rationaliser le nombre de pièces, avoir des pièces en commun, et donc ils sont en train de toujours optimiser pour baisser leurs coûts. On pensera par exemple ici aux moteurs, ils ont bien précisé qu'ils ont beaucoup de pièces en commun entre les nouveaux moteurs électriques du Cybertruck et les anciens moteurs des autres véhicules. Au niveau des systèmes de pompe à chaleur, c'est commun entre leurs véhicules, ils font de plus en plus d'éléments qui sont en mode plateforme. Évidemment, les écrans, le volant, le fait maintenant que vous allez plus avoir de colonne de direction comme on le disait, donc vous pouvez mettre le même volant de partout, c'est qu'un fil au final, vous changez juste la longueur du fil si le véhicule est plus ou moins grand. Au niveau des boutons, des batteries, alors les boutons il n'y en a pratiquement plus, mais donc voilà, au final, même au niveau des cellules de batterie, ils sont en train de tout rationaliser pour encore une fois augmenter leur marge brute en diminuant leur coût de fabrication. Ensuite, ils ont aussi parlé de l'idée du range extender. Donc en fait, ce serait une batterie supplémentaire que vous pouvez prendre en option pour augmenter votre autonomie. Et j'aime beaucoup cette idée parce qu'on peut se demander, mais pourquoi fabriquer des voitures qui font toutes 500 km d'autonomie alors qu'en fait, ça sert juste à ne pas frustrer quelques acheteurs qui, eux, veulent vraiment beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire que dès qu'on passe les 300-350 km d'autonomie, vous allez remplir pratiquement les besoins de tout le monde. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que sur le Cybertruck, par exemple, vous rajoutez une grosse batterie à l'arrière en option. Et quand je suis allé voir en concession les nouveaux modèles, et notamment le modèle Y et le modèle 3, ils ont au niveau du coffre arrière beaucoup de place qui pourrait par exemple être utilisée pour mettre une batterie supplémentaire. Aujourd'hui, c'est de la place de rangement, mais on pourrait bien dire, si vous voulez quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres en plus, on va vous remplir le coffre arrière, le coffre avant, etc. C'est pas encore annoncé, là je fais que supposer avoir des idées, mais pourquoi pas un jour proposer ce genre de service qui permettrait d'avoir un prix d'appel plus bas, et si vous voulez une plus grosse batterie, on peut vous la rajouter en option. Et ça a l'avantage par rapport aux batteries dans le plancher qui, elles, ne peuvent plus être facilement changées une fois que la voiture est vendue, à pouvoir augmenter l'autonomie un petit peu plus tard, par exemple, si vous changez d'avis. Le dernier point que je veux mentionner au niveau de la rationalisation, c'est que chez Tesla, en fait, vous avez pratiquement aucune option. Alors, vous avez la couleur, mais sur le Cybertruck, ils n'ont pas de couleur d'un point de vue de la peinture. Par contre, ils proposent un covering en noir mat. Et ensuite, vous avez l'attelage pour la remorque, la couleur des sièges à l'intérieur, 2-3 options comme ça, la conduite autonome. Mais vous avez très peu d'options et leurs voitures, en fait, sont toutes options de base. Tout le monde a les caméras, tout le monde a le système avec le bel écran. Il n'y a pas une option pour avoir un Android Auto, un meilleur écran, et sinon, vous avez une ancienne radio. Et pour moi, ça, c'est important parce que j'ai remarqué, et j'en parlais avec une personne à une concession Tesla, un vendeur qui me disait, en fait, les gens, quand ils viennent, ils demandent, mais dans le prix que vous proposez, j'ai quoi? Et au final, vous avez toutes les options. Alors qu'ils me racontaient les histoires, ou des personnes qui venaient de la concurrence, on ne va pas les citer, on leur disait, pour avoir tout l'équivalent d'une Tesla, et je vais être honnête, même beaucoup moins d'un point de vue de technologie, parce qu'ils proposent des choses que d'autres n'ont pas, il fallait rajouter plein d'options, et le prix du véhicule explosé. Alors qu'au final, c'est hyper dur pour un concurrent d'avoir autant de technologie, et d'ailleurs il n'y en a pratiquement aucun qui a autant de technologie, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, pour un prix aussi agressif. Et ça, c'est vraiment un argument de vente, et au final, eux, ils s'y retrouvent parce qu'en usine, on fait la même voiture pour tout le monde. Et par la même voiture pour tout le monde, j'entends pas du tout une voiture simple, mais une voiture très épurée, avec beaucoup de technologie, comme vous le voyez sur la photo, très peu de boutons. On est pratiquement sur des objets, pour moi, qui sont de moins en moins dans l'industrie et de plus en plus dans le consumer electronics. Des fois, je me dis que leurs usines vont bientôt ressembler plus à une usine d'iPhone qu'à une usine de voiture. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée parce que les marges vont augmenter avec ça. On va passer au dernier chapitre, on en aura fini pour aujourd'hui, et je vais vous parler un petit peu de la recherche et développement, de la conception qu'ils font, de l'automatisation, etc. Déjà, ils ont toujours plus de recherche et développement avec des ingénieurs qui sont vraiment très bons, je suis tout le temps bluffé par ce qu'ils font, sachant que moi-même je suis ingénieur de formation, et quand je vois comment ils travaillent, c'est vraiment une façon de travailler excellente par rapport à des entreprises qui auraient beaucoup plus peur d'innover, qui sont plus dans la conservation, dans la protection de leur business. Là, ils n'ont pas peur de tenter des choses. Et donc voilà, et en plus ils font des conceptions extrêmement intelligentes. Là vous pouvez aller voir la précédente vidéo dont je vous parlais au début de celle-ci, où vraiment je vous montre tout ce qu'ils font d'un point de vue de la conception intelligente, comme par exemple mettre le chargeur de batterie dans la lumière, comme ça vous n'avez pas besoin de peindre la trappe de la batterie, c'est la même pour tout le monde puisqu'en fait ça fait partie du phare. Au niveau des câbles, ils sont préformés pour que ce soit facile à monter, donc ils font pas mal de choses comme ça. Ensuite, je tiens à le dire, forcément quand vous concevez de façon intelligente, vous aurez de meilleures marges. Et ça veut dire évidemment
plus d'argent pour l'entreprise, mais ça veut aussi dire, s'ils décident de ne pas maintenir leurs prix mais de les baisser, des produits avec plus de technologie et plus accessibles pour tout le monde, et donc le consommateur en profite aussi. Et enfin, là on va un petit peu parler du futur, ça va être un petit peu plus dur de se projeter, même moi je n'en suis pas certain, mais j'ai envie de parler un petit peu d'automatisation, de rendre le travail moins difficile et de faire avancer l'industrie, parce qu'il y a très peu d'innovation dans l'automobile et c'est bien qu'il y ait une entreprise qui vienne un petit peu secouer tout le monde. Alors c'est déjà des usines extrêmement automatisées, on en avait parlé dans l'autre vidéo que je vous mentionnais, et maintenant ils sont en train de développer le Tesla Bot, qui est en fait un robot humanoïde avec des capacités au niveau notamment des mains. Là on le voit manipuler un œuf, évidemment on n'est qu'aux prémices, c'est pas encore parfait. Cependant, comme on le sait, vous avez toujours besoin de personnes pour assembler en usine, et c'est des métiers extrêmement difficiles, et on a besoin de ces personnes tout simplement parce que pour un robot actuellement c'est très difficile de prendre une prise et de la mettre dans une autre prise dans le bon sens avec deux fils qui pendent à gauche et à droite. Les robots sont très doués pour souder, pour peindre, etc. Mais on a toujours énormément d'opérations manuelles. Et au final, si on arrive à toujours plus automatiser et rationaliser avec la recherche et développement, on va avoir des véhicules plus accessibles pour tout le monde avec plus de technologie. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'industrie et son secteur de façon globale. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude et passer sur Instagram, j'y fais du contenu différent. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.